Bonjour. Alors, merci pour vos réponses pour le cas d'Oscar. Donc, dans cette première présentation, on va parler des directives anticipées et on aura une autre présentation sur l'euthanasie ou, la mort assistée. Mais Oscar, pour revenir à Oscar, donc, vous étiez en majorité, je dirais, pour la continuité de la personne de Oscar, c'est-à-dire que si Oscar avait été végétalien, devrait peut-être continuer et à être végétalien, même si il demande la même nourriture que les autres, et qu'il serait possible de lui substituer, par exemple, des boulettes du moins végétariennes au lieu des boulettes de viande. Et ça, c'est possible dans les centres de soins prolongés, sauf que ça serait à Lynn d'apporter la nourriture, sans doute, parce que habituellement, mais ça, c'est en Scandinavie, mais je sais que ici au Canada, les centres de soins prolongés publics ont une certaine flexibilité, mais c'est quand même limité, si on veut. Mais ça fait penser, enfin, ça fait réfléchir à l'idée de la continuité de la personne. Et justement, il y a ces discussions et les théories du care en discutent, par exemple, dans le courant anglo-américain, des théories du care, il y a Hilda Lindemann qui parle justement de l'idée de soutenir la personne. Donc, l'idée du personnage que du sujet est un sujet relationnel. Et donc, dans le cas de démence, par exemple, c'est l'entourage qui aide à soutenir justement la personnalité, le vivant de la personne elle-même. C'est pas juste un projet solo, là, un projet uniquement de la personne elle-même, mais qui est en rapport avec ses proches. Alors, on voit ça discuter. Mais tout ça nous amène à réfléchir sur le droit de refus et la première lecture, les directives anticipées, surtout en fin de vie. Donc, le droit de refus est un droit qu'on reconnaît depuis quand même quelques décennies. C'est que la personne elle-même est en mesure de décider quelles interventions sont acceptables et lesquelles ne le sont pas, par exemple. Un exemple, c'est la réanimation cardiaque. Si vous vous présentez à l'hôpital pour une opération, ils vont vous demander, ça fait partie de la routine, si on veut, là, si vous voulez être réanimé ou non. Certaines personnes peuvent le désirer, d'autres peuvent le refuser. Alors, c'est ça. Ça, c'est un exemple d'une directive anticipée. Mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Et l'article que vous aviez à lire, c'est sur la loi en France, qui est un peu différent de ce qui se passe ici au Canada et au Québec, mais quand même qui indique enfin si on veut, les idées derrière ces directives anticipées. Et c'est que, justement, le droit du patient de refuser un traitement, par exemple, ces droits seraient encore en force lorsque la personne est inconsciente. Donc, il y a une continuité, si on veut, de la personne. Et justement, par exemple, certains pays diffèrent là, de la France. L'Allemagne, par exemple, vont demander, quand quelqu'un subit une opération, ils vont demander à un mandataire d'être la personne qui décide au cas où, lors de l'opération, il se passerait quelque chose de grave. Alors, on veut toujours avoir quelqu'un et cette personne-là, quand on est mandaté, on doit agir comme si on était le proche qui a perdu conscience, etc. Alors ça, c'est l'idée des directives anticipées. Là, j'ai parlé du refus
parce qu'il est le plus facile, si on veut, à comprendre, mais il pourrait aussi avoir certains traitements dont on discute dans ces directives anticipées, où on parle aussi du testament vivant aussi. Alors, j'ai oublié un accent aigu. Bon, la médecine a beaucoup changé, en France et ailleurs aussi, et il est possible de maintenir une personne en vie pendant très longtemps. Et donc, là, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les valeurs, la volonté de la personne soient respectées. Alors, c'est ça l'idée des directives anticipées. J'en ai parlé un peu la semaine passée, c'est que aussi, c'est surtout pour soit des refus de soins ou de soins qu'on voudrait recevoir. Mais pour ces directives anticipées, on ne parle pas de l'aide médicale à mourir. Absolument pas. L'aide médicale à mourir demeure une loi qui cible les personnes qui sont aptes et conscientes et qui peuvent exprimer leurs désirs. Alors, l'exemple, au fait, au Québec, c'est que en 2014, on a justement, on a les directives médicales anticipées qui sont maintenant, qui font partie de la loi. Alors, c'est un peu différent des autres provinces, mais on a justement au Québec, on reconnaît les directives médicales anticipées qui ont un certain poids juridique, évidemment. Et là, oui, c'est ça. Alors là, je vous ai mis beaucoup d'explications et ça vient justement, c'est du portail canadien des soins palliatifs. Alors, ça donne le raisonnement qui est sous-jacent pour ces directives, justement. Donc, ça peut alléger, dans un premier temps, ça permet à la personne qui va subir soit une chirurgie ou qui se voit maintenant en fin de vie, de réfléchir à quelles interventions elle voudrait ou ne voudrait pas, par exemple. Donc, déjà, ça permet au patient ou la patiente à penser à ces possibilités. Et donc, en réfléchissant à ces possibilités, et puis la fin de vie et tout, donc, la personne peut se sentir plus en contrôle, donc, de qu'est-ce qui va se passer, qu'elle ne sera pas, par exemple, intubée pendant 6 mois, inconsciente. Et aussi, elle saura que ses vœux vont être respectés. Et donc, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y aura pas enfin, il peut y avoir des désaccords dans la famille, mais ça sera vraiment les vœux de la patiente elle-même qui vont être respectés. Parce que lorsqu'une personne arrive inconsciente, par exemple, fin de vie, disons que c'est le conjoint âgé d'une mère âgée avec les enfants, il se peut que la mère et les enfants n'aient pas la même idée tant qu'au traitement que le père devrait recevoir. Alors, si déjà on a eu cette discussion et qu'on comprend la volonté de la personne face aux soins, alors ça devient plus facile et il y a moins d'anxiété du côté de la famille aussi. Donc, comme c'est indiqué sur la diapo, les membres de la famille se sentiront peut-être soulagés, justement. Et aussi, les conflits entre les personnes de la famille vont être atténués possiblement parce que, justement, on a une volonté écrite, claire, de ce que le patient
ou la patiente voulait en fin de vie et lorsqu'elle n'est plus capable, par exemple, de s'exprimer. Alors, ça devient un outil qui aide à guider les soins, mais ça ne veut pas dire que tout ce que la patiente ou le patient exprime va être suivi à la lettre. Par exemple, il se peut que quelqu'un veuille des traitements qui ne sont pas adéquats ou qui sont jugés futiles. Et donc, le médecin peut décider que, par exemple, en cas de réanimation, la personne veut une réanimation et le médecin décide que, parce que c'est le stage 4, telle maladie, la réanimation ne donnera rien. Alors, le médecin a quand même droit de se prononcer sur ce que veut le patient ou la patiente. Donc, il y a certaines limites, comme l'indique la diapo, c'est que une personne pourrait changer d'idée, par exemple. Et donc, l'article que vous avez, l'auteur Augustin Boulanger parle justement de que la loi en France était bonne pour 3 ans. Maintenant, au fait, les directives anticipées sont bonnes pour toujours, à moins qu'ils ne soient révoquées par la personne elle-même. Alors, au lieu de toujours refaire ces directives, elles sont bonnes une fois pour tout. Sauf que si on a changé d'idée et puis qu'on n'a pas indiqué clairement, ça peut causer des problèmes aussi. Alors, ça, c'est une des limites. L'autre, je viens d'en parler, on peut demander des soins qui sont impossibles ou futiles. Et aussi, il se peut que certains termes soient vagues et enfin, il peut avoir enfin, on pourrait avoir certains soins, par exemple, de gavage. Par exemple, je vais donner un exemple, un gavage. Un gavage, c'est la nutrition qu'on peut donner soit par gastrostomie, jéjunostomie, donc c'est un tube qui est inséré, ou aussi nasal, donc le tube va direct dans l'estomac. Mais il y a certaines personnes qui peuvent dire « Ah, je ne ferais jamais ça, moi », parce qu'ils pensent que c'est horrible. Au fait, quand c'est un soin qui est temporaire, c'est pas un soin qui est si onéreux. Il est quand même facile à insérer, relativement facile à insérer un tube de gavage. Et enfin, dans ce cas-là, on s'assure que la personne est bien alimentée. Alors, il peut y avoir des termes comme ça qui sont vagues ou encore, il y a tellement un large éventail de soins qu'on ne peut pas tout couvrir. Alors, ça, c'est un des problèmes mais là, déjà, avec cette conversation qu'on a eue, sans doute, comme patient ou patiente avec ses proches, les proches vont avoir une idée de qu'est-ce qui serait acceptable et qu'est-ce qui ne serait pas acceptable. Et aussi, comme il l'indique, comme l'auteur l'a indiqué, qualité de vie, que veut dire? Il y a des termes qui sont assez vagues, par exemple, qualité de vie, qu'est-ce que ça veut dire, une qualité de vie? Pour une personne, c'est pas une qualité de vie, pour un autre, ce l'est. Alors, ça encore, c'est les directives anticipées avec un mandataire avec qui le patient ou la patiente aurait eu une conversation et se serait expliqué en termes de qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Alors ça donne un certain contrôle, si on veut, et aussi ça peut enlever beaucoup de stress à la personne qui fait face à ses soins de vie, en sachant que elle va être accompagnée, c'est toujours important, mais qu'on va aussi suivre ses volontés, qu'elles soient conscientes ou pas conscientes, justement, et que ça va être ses volontés à elle. Alors, c'est ça, enfin, des directives anticipées, c'est justement pour pouvoir encore respecter la personne comme elle était, comme elle est,
et faire en sorte que on va suivre sa volonté. Mais tout ça, c'est pour les soins qu'on veut ou qu'on ne veut pas, mais ça ne touche pas l'aide médicale à mourir, évidemment. Alors ça, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas donner de directives anticipées face à l'aide médicale à mourir. Alors pour, enfin, ce sujet, qui est l'aide médicale à mourir, ça va être dans la prochaine présentation.